Nouveau numéro de Réel Politique. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous retrouver et de partager avec nous cet échange hebdomadaire avec professeur Mohamed Barkour. Bonsoir, professeur. Alors ce soir, nous allons parler d'un thème qui, je ne vous cache pas, a suscité à première vue la curiosité, un sujet que vous nous proposez d'ailleurs. Il s'agit de la déstabilisation dans les stratégies des puissances. On va en savoir plus dans un instant. Restez avec nous. Alors on sait que les relations internationales sont basées sur une lutte perpétuelle pour la puissance. Qu'est-ce que donc ce concept, professeur, de la déstabilisation c'est une arme stratégique? C'est considéré comme une arme stratégique? C'est des stratégies, c'est des opérations clandestines, des fois même des opérations directes qu'un certain nombre de pays pratiquent depuis très longtemps, depuis des siècles. À lire tous les manuels de stratégie, on est tout le temps ces instruments justement qui visent à la fois à créer des avantages comparatifs pour l'État, mais aussi à créer des conditions d'affaiblissement d'un certain nombre d'États. La déstabilisation de nos jours change de nature, change de vecteur, mais reste quand même toujours une stratégie à des fins utilitaires des États. Les puissances mondiales sont les plus inclinées à adopter ce type de stratégie, mais d'autres pays aussi. On en a pratiqué pour des raisons idéologiques ou par procuration, comme c'était le cas pendant la guerre froide. Aujourd'hui, on voit dans ce cyberespace aussi beaucoup d'innovations en matière d'instruments pour la manipulation de l'opinion publique, pour la création d'incertitudes au sein de ces pays, mais aussi pour créer des points de fracture entre les gouvernants et les gouvernés. Aujourd'hui, l'arme économique, on la voit dans ce conflit en Ukraine par rapport à la Russie, mais on voit aussi d'autres instruments qui sont utilisés justement pour créer un cadre, un écosystème de déstabilisation. La déstabilisation vise essentiellement l'État, mais aussi des fois, elle vise les cohésions sociales au sein de ces sociétés, ces États. Donc, quelque part, on identifie les vulnérabilités dans un pays ou dans une région. C'est bien cela, professeur? On essaie justement d'exploiter ces vulnérabilités, en essayant aussi de créer des points de déstabilisation par rapport à l'identité. On l'a vu au Soudan depuis 1955, mais on l'a vu d'une manière très claire pendant les années 90, notamment 93-94, par l'instrumentalisation de l'Église anglicane, par l'instrumentalisation d'un certain nombre d'ONG. On l'a vu pendant ce qu'ils appellent les printemps arabes aussi, cette instrumentalisation d'un certain nombre d'ONG à l'intérieur, mais aussi d'ONG internationales créées par les services occidentaux pour la déstabilisation. On a vu aussi la création d'un certain nombre d'instruments de manipulation des opinions, soit par ces télévisions satellitaires, mais aussi dans le cyberespace. On a vu, on voit de nos jours aussi ce que Trump avait innové en matière de concept fake news, oui. Ces fausses informations qui visent justement à créer des doutes autour d'un certain nombre de points, d'un certain nombre de sujets, mais aussi autour de la légitimité des systèmes politiques. En dernier lieu, la déstabilisation vise à la fois l'affaiblissement de la stabilité systémique de l'État ou la volonté de créer des fissures entre le régime en place et les populations visant à changer de régime. Alors, y a-t-il des secteurs plus vulnérables que d'autres dans cette technique, professeur? Ce sont des techniques. La déstabilisation, c'est une stratégie qui englobe justement, comme je disais, un certain nombre de vecteurs, mais aussi de techniques. Je vais vous donner quelques exemples. Oui. La France était un des premiers pays à utiliser le dumping de la fausse monnaie, de faux billets en Guinée, visant justement à créer une déstabilisation par la monnaie. On a vu en Irak, c'était les 23 batteries de sanctions contre l'Irak de 1991 à 2003, visant justement à affaiblir cet État, créer les rudiments d'une déstabilisation pérenne. On a vu depuis quelque temps par rapport à la Russie, c'est une certaine surmédiatisation
d'opposants, mais aussi une véritable volonté de créer un cordon sanitaire sur le plan médiatique pour utiliser le concept utilisé en 1917 par les deux ministres des Affaires étrangères français Clémenceau et Béatrix Lloyd George, c'est créer ce barrage par rapport justement à la capacité d'un État de développer un autre discours. Oui. Il faut dire aussi que la déstabilisation se fait par le financement d'opposants à l'intérieur des pays. On l'a vu dans l'histoire des États, mais on le voit aussi par rapport au financement de mouvements rebelles ou de mouvements séparatistes. Le cas de la France par rapport au Biafra en 1968, le cas des États-Unis par rapport au Nicaragua, les contrastes à partir de 1979. Mais on a vu aussi, et c'est une chose qu'on a toujours trouvé dans l'histoire des pays, c'est cette volonté de faire émerger ce qu'ils appellent les leaders d'opinion ou leaders politiques, et qui ne sont pas nécessairement favorables à la stabilité des États, mais plutôt des acteurs que les soviétiques appelaient acteurs agitateurs, justement visant à déstabiliser et la société et l'État. Alors, vous parlez de techniques clandestines utilisées par ces puissances. À quoi font appel justement ces puissances pour déstabiliser un État? Vous avez parlé du rôle des ONG. Existe-t-il d'autres relais utilisés justement? Absolument. Oui. Pour les ONG, on a vu pendant ce qu'ils appellent le printemps arabe un certain nombre d'ONG, très proches des États-Unis, de quelques pays européens. Je parlerai de Hotport, Canvas, Open Society de George Soros, etc. George Soros, qui a été à l'origine en 1997, lors de la crise monétaire en Asie, de la chute de sept économies, les tigres asiatiques, mais aussi de la chute de 5 gouvernements en moins d'une année. C'est par la manipulation boursière et la création de problèmes de gestion macroéconomique, ce qui a créé des conditions justement de faillite, entre guillemets, en matière de gouvernance et puis de changement. On a vu ce même schéma se développer, mais aussi prendre d'autres formes et prendre d'autres vecteurs. Pendant les printemps arabes, on a vu, par rapport à la Tunisie par exemple, bien avant 2011, il y avait un certain nombre d'ONG. Je citerai une, c'est CSID, Center for Studies on Islam and Democracy, qui a été créée en 2006 par le secrétaire d'État américain. Le premier président était un Syrien qui est devenu plus tard le porte-parole de la dite opposition syrienne, Louaï Mounir Safi, et le CSID est devenu le premier acteur de la société civile en Tunisie, non pas pour aider dans l'émergence d'une démocratie tunisienne, respectant les valeurs et la culture et l'histoire politique de ce pays, mais plutôt en essayant de développer des stratégies, non pas d'accompagnement, mais plutôt des stratégies qui n'étaient pas favorables à la stabilité de ce pays. Je donnerai d'autres exemples. Oui. C'est bien de citer des exemples. Bien sûr. Je donnerai je citerai même un nom. Qui était Raphaël Glucksmann, qui était un ancien de Sciences Po, un journaliste, et puis qui est devenu plus tard, à partir de juin 2019, membre du Parlement européen. Ah, Glucksmann, oui. Glucksmann, qui est membre du Parlement européen, qui est un disciple de Bernard-Henri Lévy. Son père était l'encadreur de BHL en doctorat. Donc cette même personne était un acteur agitateur en Géorgie, puis est devenu conseiller du président géorgien. Sa femme est devenue vice-ministre de l'Intérieur en Géorgie. En 2014, ils avaient joué un très grand rôle dans ce qu'ils appellent la révolution colorée de l'Euromaïdan. Sa femme, qui était géorgienne, devenue ukrainienne, 4 jours plus tard, est devenue vice-ministre de l'Intérieur en Ukraine. Donc il y a toujours ces stratégies, mais il y a toujours des dividendes. Soit les dividendes ne sont pas nécessairement toujours politiques, ils peuvent être aussi des dividendes financiers, et même voire, disons, des dividendes de promotion d'idées, mais aussi de personnes et d'organisations. Est-ce de bonne guerre, professeur, d'utiliser ces techniques clandestines pour une puissance? Si vous êtes une puissance, oui. Mais si vous êtes dans un pays du Sud, du Grand Sud,
C'est le Sud global. On est plutôt dans une situation de fragilisation et des risques même d'effondrement de l'État. On l'a vu, Madame Rim, au Soudan, qui est devenu un pays fragilisé par une multiplication de crises, et puis la séparation suite à l'accord d'Arusha, le référendum de février 2011, et puis l'indépendance du Sud en juillet 2011. On l'a vu dans les Balkans par rapport à l'ex-Yougoslavie, notamment en Serbie. On le voit aujourd'hui dans un certain nombre de pays de notre région, mais on le voit aussi dans cette volonté de reconfigurer le monde par rapport à des idées. Aujourd'hui, j'ai parlé de George Soros, j'ai parlé d'Open Society. Aujourd'hui, George Soros est accusé aux États-Unis par les républicains justement de fomenter des crises politiques au sein de ce même pays. Donc si on est impuissant, on est favorable à ce schéma de déstabilisation, parce que ça conforte des choix stratégiques, ça peut faciliter le développement d'intérêts, mais si on est un État faible, on est plutôt dans une situation de risque, voire de menace, de fragilité et même d'effondrement ou de l'État ou de la société. Alors avant de parler des stratégies à adopter pour contourner ces techniques clandestines de déstabilisation, professeur, j'aimerais revenir sur les enjeux derrière l'utilisation de ce concept de déstabilisation pour les puissances, pour certaines puissances dans le monde. Il faut dire, Madame Rim, que si on fait une petite comparaison rapide entre ces stratégies pendant la guerre froide, l'idéologie était un vecteur, était une motivation. C'est pour ça qu'on a vu une multitude de stratégies, et puis une panoplie de choix de modus operandi. On a vu l'assassinat de leaders, le cas de Patrice Lumumba en Afrique. On a vu cette volonté aussi de faire disparaître des États par une volonté justement d'encourager le séparatisme, en commençant par des zones riches. Je donnerai au moins deux cas, le cas du Biafra au Nigeria, le cas d'Aceh en Indonésie. Aussi l'encouragement d'un certain nombre de mouvements religieux, justement pour ces fins, le cas du Soudan, mais aussi le cas de l'île d'Ambon en Indonésie, justement par rapport à cette volonté de créer des confrontations intérieures, puis des visées justement d'affaiblissement, voire même de séparatisme. On a vu par cette volonté d'aider des rébellions, voire même de les créer, le cas des contrastes dont j'ai cité par rapport au Nicaragua, même l'histoire retiendra l'utilisation de l'argent, de la drogue par les services américains dans le financement de l'armement du Contras, mais aussi dans cet échange entre des otages américains au Liban et l'armement et des armes pour l'Iran. On a vu, et c'est une chose qui est très importante aussi, ces attaques frontales contre des États. On a vu des ingérences, des interventions françaises en Afrique, américaines un peu partout à travers le monde. Mais le dernier point qu'il faut toujours souligner, c'est l'importance d'être conscient de ces enjeux de déstabilisation, notamment lors des mutations mondiales. On a vu dans l'histoire du monde, là où il y a des fractures, il y a toujours l'effondrement des États. Le plus important, c'était à partir de 1990, avec ces multitudes de crises dans un certain nombre de pays. On a vu le cas de la Bosnie-Herzégovine, c'est l'effondrement de la Yougoslavie, mais aussi une volonté de créer des situations d'affaiblissement, non pas des systèmes, mais des États. On l'a vu dans notre région par rapport à l'Irak. Aujourd'hui, on le vit par rapport à un certain nombre de points de crise, soit en Syrie par des interférences, mais aussi des ingérences étrangères et même des interventions militaires, mais aussi par rapport à cette volonté d'utiliser des acteurs, entre guillemets,
mondiaux, c'est des combattants étrangers dans ces pays. On le voit en Libye aujourd'hui. En Ukraine, c'est aussi, j'estime on est en face d'une poudrière en construction. Aujourd'hui, il y a aussi une multiplication d'acteurs non étatiques. On a vu avec la création d'un certain nombre de groupes paramilitaires venus du monde entier, ce qu'ils appellent les volontaires, entre guillemets, venus de 63 pays, mais aussi la création de groupes paramilitaires, ultranationalistes, mais aussi avec des liaisons très sûres, voire organiques, avec des services de l'enseignement étranger. Le cas du groupe Mozart, qui est créé par d'anciens officiers américains. Dans notre région, la drogue fait partie des instruments de déstabilisation. Non pas par une puissance, mais par un vassal, par un État vassal qui travaille au profit de ces puissances. La drogue a été utilisée dans l'histoire, dans la déstabilisation de la Chine, dans des guerres de l'opium, utilisée par les services français dans ce qu'ils appellent la French Connection, mais aussi le Maroc l'a utilisée dans la création, le financement du Moudjahid, mouvement du djihad en Afrique de l'Ouest. Donc il y a toujours ces éléments de manipulation. Aujourd'hui, si vous voulez bien, Madame Rim, ces réseaux sociaux, ces plateformes sont devenues aussi des plateformes non pas de savoir, mais aussi de manipulation, de déstabilisation. 97 plateformes sont utilisées contre l'Algérie, qui sont hébergées un peu partout à travers le monde. On a vu le cas de ces attaques cybernétiques contre un certain nombre d'institutions nationales, le cas de l'APS, avec des relais non pas seulement dans l'antiterrorisme, mais un peu partout. Donc c'est la logique de ces attaques. On a vu monsieur le chef d'état-major de l'armée nationale populaire le 8 du mois d'avril parler justement de ce besoin de renforcer notre sécurité, notre cybersécurité, parce que aujourd'hui, avec ce réseautage mondial, il y a toujours de nouvelles façons de déstabiliser des États. Alors, comment se prémunir contre ces menaces, professeur, quand on est un pays donc vulnérable Les vulnérabilités ne sont pas toujours les mêmes, parce qu'en matière, dans ce cyberespace, même les grandes puissances sont vulnérables. On a vu le cas des attaques, des cyberattaques contre un gazoduc en Californie. On a vu le blackout dans un certain nombre de villes. On voit aujourd'hui aussi que ces pays utilisent ces nouveaux vecteurs justement dans des attaques de déstabilisation contre des sites sensibles, contre des réseaux sensibles, contre des institutions. Mais on voit dans ce monde, il faut qu'il y ait au moins quatre éléments dans ce qu'on pourrait appeler une stratégie de préemption contre cette déstabilisation. La première des choses, c'est la prise de conscience nationale, ou ce qu'on appelle cette immunité collective, contre ces risques de déstabilisation, notamment par rapport aux éléments de l'identité nationale, parce que l'identité nationale, quand il y a des éléments de friction, c'est toujours le premier domaine d'attaque. On a vu, je citais un certain nombre de cas. Le cas de l'Irak, c'était par rapport en 90 après l'agression irakienne contre le Koweït. Le premier élément de déstabilisation a été justement le factionnalisme en Irak. La création d'une opposition autour d'une fondation chiite, Al-Khoury. Son leader, Khalid Khobaïd, est devenu plus tard un porte-parole du gouvernement, le premier gouvernement en Irak. Donc, mais on voit aussi dans notre région l'utilisation de ces points identitaires dans des risques de déstabilisation, le cas du Mali par exemple. Mais aussi dans cette immunité, Madame Rim, c'est la création aussi de stratégies sur le long terme en matière de sécurisation d'éléments non pas seulement identitaires, mais aussi l'économie, aujourd'hui le cyberespace, etc. Le deuxième élément, c'est la socialisation autour de cette notion de cohésion sociale.
C'est dire que l'appartenance à l'État, l'appartenance à la société est la première source de loyauté. Aucune loyauté ne devait remplacer la loyauté envers l'État, l'allégeance. Troisième, c'est le développement intégré des États. Certes, dans un monde globalisé, où tous les États sont interdépendants, les États doivent à la fois reconnaître leurs avantages comparatifs, mais être conscients de leur vulnérabilité pour essayer de combler ces failles. J'estime qu'un certain nombre de pays ont pris cette démarche et ont réussi, le cas de l'Inde, mais aussi le cas de la Chine. Le quatrième point, c'est avoir une vision lointaine, 40 ans, 50 ans, 60 ans, justement pour essayer de développer ce qu'on appellerait une intégration nationale, multidimensionnelle, à la fois sur le plan de la gestion du territoire, sur le plan de cette gestion de la cité, donc la gouvernance, mais aussi par rapport à une prise de décision indépendante, souveraine, par rapport à tous les choix, soit économiques, de politique étrangère ou autre. Professeur Mohamed Barkour, merci pour cet éclairage. On arrive pratiquement à la fin de ce numéro de Réal Politique. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir prêté attention. Passez une très bonne soirée sur Al 24 News.